en direct. Est-ce que les participants peuvent me confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez de manière satisfaisante? Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence ce soir à l'occasion de notre webinaire mensuel 30 minutes avec. Vous connaissez le concept, 30 minutes de conférence et puis ensuite 30 minutes d'échange avec les participants. Vous pourrez poser toutes vos questions ce soir à Claire Millotte qui est médecin responsable de CMPP et CESAD Pro en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Claire d'avoir répondu à notre invitation. Et l'inénarrable que nous ne présentons plus, Antoine Tanet, qui est neuropsychologue du développement et qui est directeur pédagogique au sein d'Octopus Formation. Il est à l'origine de cette thématique ce soir, les structures de deuxième ligne et l'évolution des pratiques, notamment en CAMS et CMPP, autour des troubles du neurodéveloppement. Je vais vous laisser la parole dans une minute, mais merci à tous les deux d'avoir proposé cette thématique. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 19h00. On pourra répondre à toutes vos questions. Le chat est à votre disposition sur votre droite. Nous vous rappelons que c'est un espace de communication et de travail à utiliser avec parcimonie, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions quand vous le souhaitez. Nous, on les stocke et on les posera à Antoine et Claire au terme de leur conférence. Il me reste à remercier l'équipe technique et notamment notre chère Marielle Toussaint qui veille sur vous durant tout ce webinaire. Si vous avez le moindre souci technique ou la moindre question, n'hésitez pas à la solliciter. Elle vous répondra dans des meilleurs délais. Voilà, je m'arrête, je vais couper ma webcam et mon micro. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment. Et je vous laisse la parole, 30 minutes, ensuite je me reconnecte et on passera aux questions-réponses. Je vous souhaite une excellente conférence à tous les deux. Merci Léo, bonsoir à tout le monde. Et je voudrais tout de suite te remercier Claire d'avoir accepté de venir co-animer avec moi. C'est pas juste parce que tu n'étais pas annoncé. Alors pour contextualiser ton intervention, en discutant en particulier avec toi du sujet de ce soir, puisque tu es médecin responsable de CMPP. Tu t'es beaucoup impliqué dans la conversation et il est devenu assez naturel que tu puisses intervenir. Tu as amené énormément de questions intéressantes et donc je suis ravi qu'on puisse faire cette présentation à deux. Ce n'était pas prévu ainsi. Moi, je vais donner quelques points d'observation personnelle, quelques éléments d'analyse, j'espère, au sujet de ma modeste expérience avec les CMPP. Et puis, Claire, ensuite, tu auras l'occasion d'intervenir sur des éléments toi-même d'observation en tant que professionnel impliqué dans aujourd'hui l'évolution des pratiques d'une institution telle que le CMPP. Alors, moi, je tiens tout de suite à dire que je n'ai jamais été salarié de CAMS ou de CMPP, j'ai été salarié de CMP. En revanche, dans mon activité, comme beaucoup de psychologues qui sont arrivés dans les années 2000, j'ai bénéficié des plans autisme qui ont permis à un certain nombre d'entre nous de développer leur carrière en libéral. Et je suis allé travailler en institution. Je suis allé travailler dans des institutions que je ne connaissais pas au préalable, type IME, MAS, FAM. Et puis depuis quelques années, beaucoup plus auprès des CAMS, des CMPP, parfois aujourd'hui des PCO, qui ne sont pas des institutions, mais qui sont de nouveaux organes associatifs qui nous sollicitent pour faire évoluer leurs pratiques. Et on a une position qui est assez compliquée finalement en tant que formateur quand on vient parler de troubles du neurodéveloppement dans un CAMS ou dans un CMPP, c'est qu'on se retrouve confronté à la fois au défi de savoir présenter les choses correctement sur un plan intellectuel, qu'il s'agisse de la sémiologie, des pratiques de diagnostic, de l'utilisation des outils. Et finalement, comme toujours, à chaque fois qu'on intervient en établissement, on est aussi confronté à l'institutionnel. Or, les collègues de ma génération ont été d'abord confrontés à des problématiques institutionnelles d'établissements qui ont un certain nombre de jeunes en accueil, en prise en charge, en nombre limité. IME, CESAD, ou alors s'il s'agit d'usagers adultes, femmes et masses. Et on s'est retrouvé à délivrer des messages assez similaires ensuite dans des CAMS et dans des CMPP. Et donc, j'ai souvent proposé aux structures qui nous sollicitaient pour des formations et des supervisions de discuter d'abord un peu du contexte dans lequel les messages recommandatifs ont été élaborés, avec quelques points qui me semblent être des points de discussion, parfois de crispation, et c'est de cela dont je voudrais parler moi rapidement dans cette première partie d'intervention.
Alors, je ne vais pas parler d'autisme, c'est pas le lieu. En revanche, ça me paraît difficile de ne pas évoquer le contexte de l'autisme en France pour pouvoir aborder la question de l'évolution des pratiques auprès des CAMS et des CMPP en particulier, puisque beaucoup de messages recommandatifs ont été préalablement proposés dans le champ de l'autisme, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, et puis peu à peu, se sont également diffusés dans d'autres types de recommandations, et donc se retrouvent au cœur des pratiques de professionnels de nombreuses institutions. Je ne vais pas donner tout le détail, mais d'ailleurs, je donnerai mes diapos si vous le souhaitez. Quand on regarde l'ensemble des textes recommandatifs, en particulier de la HAS qui existent, il y a beaucoup de textes qui vont concerner l'autisme, des textes principaux, puis parfois des textes intermédiaires, parfois des rapports, des expertises. Et quand on compare ce nombre de textes avec le texte dédié aux troubles du neurodéveloppement, il y en a un au TDAH, il y en a deux aux troubles intellectuels, il y en a un qui est très récent, au polyhandicap, il y en a un qui est très récent, il y a un gros décalage. Et donc, il y a forcément une influence très très forte de ce qui a été pensé d'abord dans l'autisme pour être ensuite réappliqué, d'ailleurs à juste titre, à plein d'autres contextes neurodéveloppementaux. À titre d'exemple, je montre que l'organisation des lignes a d'abord été pensée dans le champ des TSA pour être ensuite réappliquée au champ des TND d'une manière beaucoup plus générale, avec bien sûr beaucoup de bon sens et de logique. Si on regarde les recommandations qui concernent le polyhandicap, la place de la sensorialité, la gestion des troubles du comportement à l'adolescence, ce sont des choses que nous avions déjà préalablement dans les textes qui concernent le TSA. Voilà, donc je vois plusieurs points d'influence des recommandations et qui vont être également des points à mon avis de discussion pour leur applicabilité dans des structures dites de deuxième ligne pardon, type CAMS ou CMPP, d'abord sur les pratiques d'intervention, sur la représentation même du trouble du neurodéveloppement de manière générale et pas que de l'autisme, sur la pratique de l'institution et sur la place de l'usager. Alors, un élément important que j'aime bien rappeler auprès des collègues des CMPP, et d'ailleurs je veux dire que mon propos ici s'adresse vraiment à des collègues qui travaillent aujourd'hui en CAMS ou en CMPP et qui s'interrogent sur l'évolution des pratiques. J'aimerais donner quelques messages clés pour comprendre un peu le contexte contemporain. Si on prend un exemple de stratégie qui a été pensée d'abord pour la prise en charge des enfants et des adultes avec TSA, c'est celui de la création des dispositifs expérimentaux. Alors, assez étonnamment, alors qu'à l'époque, ça a fait énormément parler, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. À la fin des années 2000, on pense dans des stratégies autisme, la création de dispositifs dits expérimentaux et qui ont d'expérimental de proposer une prise en charge en 1 pour 1 avec des budgets également pour pouvoir assurer de la supervision hebdomadaire. Donc dans un modèle qui est d'un modèle assez connu dans l'intervention comportementale, qu'on va trouver, pas forcément en France, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, avec du coup des budgets assez conséquents parce que la plupart des professionnels qui pouvaient assurer ce type de supervision de nature comportementale étaient des professionnels qui, venaient des pays étrangers. Donc c'est un dispositif expérimental qui a couru sur quelques années et encore une fois, j'insiste, avec, un accompagnement en 1 pour 1. Alors depuis d'ailleurs, ils sont retournés dans le droit commun, à moyens constants, ces dispositifs-là. Et là où j'y vois un élément, intéressant dans l'organisation du travail à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui dans l'organisation des réseaux, c'est que ces établissements qui sont d'abord quasiment tous des IME et des CESAD, je pense. Alors, officiellement, il y a 24 dispositifs. Je pense qu'il y en a eu un petit peu plus. Je me suis rendu compte qu'en lisant dans certains rapports, il y en avait d'autres qui étaient listés. En fait, je pense qu'il n'y a pas un rapport qui donne le nombre exact. Ces dispositifs ont permis à des professionnels étrangers de devenir des professionnels de l'ABA et au fur et à mesure de leur sollicitation, de commencer à créer des organes de formation à des pratiques comportementales, mais à travers de la formation à titre privé. Et on a même eu soudainement toute une génération de collègues qui travaillaient en libéral, qui faisaient de la formation et de la supervision quasiment exclusivement de pratiques comportementales, dédiées à ce type d'établissement, pas que d'ailleurs auprès des structures expérimentales, auprès de tous les établissements qui se sont appropriés cette démarche de faire évoluer leurs pratiques en éducation structurée en interne, donc plutôt auprès des IME et des CESAD. Et ces professionnels, très formés à l'ABA, ont travaillé dans ces réseaux-là. Ce que j'y vois d'assez intéressant, c'est que si on regarde par exemple les évaluations qui sont faites auprès des enfants qui sont en UMA, on va trouver des évaluations qui sont faites avec des VBMAP, par exemple, qui est un outil qui est typiquement ABA. Alors que si on se tourne vers des collègues qui travaillent en CAMS et en CMPP, on n'aura non seulement aujourd'hui pas de VBMAP qui seront disponibles, mais en plus de ça, on aura des collègues qui ne savent pas lire ce type d'évaluation. Et historiquement, cette pratique-là, elle est venue dans le cadre de l'évolution d'établissement et elle s'est faite plutôt dans le champ privé.
C'est-à-dire que tout le champ institutionnel beaucoup plus traditionnel des CAMS et des CMPP est passé complètement à côté de cette évolution-là. Et donc finalement, on a plus de pratiques en comportementalisme auprès de professionnels qui sont des praticiens en libéraux et beaucoup moins auprès de l'institutionnel, auprès des CAMS et des CMPP. Et ça, je pense que c'est un gap qui est un peu dommageable et qui parfois rend un peu compliqué les conversations qu'on peut avoir entre libéraux et professionnels d'institutions de structures de ligne 2. D'ailleurs, c'est aussi, un point de discussion, c'est, la plupart des professionnels qui travaillent, en CAMS et en CMPP vont avoir, une pratique et une formation, initiale qui est très portée sur une vision développementale du fonctionnement de l'enfant. Là où, on a aujourd'hui tout un ensemble de professionnels qui travaillent moins auprès des établissements, mais qui eux ont une approche qui est beaucoup plus comportementaliste dans la manière d'appréhender le fonctionnement de l'enfant. Alors, ça peut paraître une simple discussion de nature intellectuelle, mais ça pose des vrais problèmes des fois pour se comprendre sur nos objectifs de travail entre professionnels au sujet d'une même situation clinique, entre un ou une collègue qui va lui avoir besoin d'avoir un repère avec des tests sur le plan du développement de l'enfant, donc il va d'abord essayer de comprendre quelle est son fonctionnement à lui, voir quel est le diagnostic que l'on peut poser auprès de cet enfant. Est-ce qu'il y a, par exemple, des difficultés développementales telles qu'on va parler de troubles du développement intellectuel? Et puis un autre collègue qui va pas forcément être soucieux de savoir si on doit faire la différence entre un trouble de nature intellectuelle et un trouble de l'autisme, mais qui va plutôt, lui, chercher à comprendre quelle est la fonctionnalité de son comportement au quotidien afin de créer un plan d'intervention et de prise en charge. Et là, on sera dans une approche qui est beaucoup plus comportementale. Nous avons aujourd'hui des collègues comportementalistes qui, n'ont pas de réflexion ni d'outils pour évaluer un individu dans un objectif développemental, hein. Des outils de type, VB-MAP ou ABLLS sont des outils qui ne cherchent pas à statuer sur le niveau de développement d'un individu et qui n'ont pas de finalité à vertu diagnostique. Ils ont en revanche une vraie ambition qui est celle de trouver la meilleure stratégie pour mettre en place un plan d'accompagnement pour aider un enfant à développer des comportements fonctionnels au quotidien. Donc c'est 2 approches qui sont très complémentaires et qui parfois ont du mal à communiquer, notamment parce qu'on n'a pas des formations initiales communes. Mais en plus de cela, comme j'essaie de le souligner, on a même des réseaux de travail qui se sont organisés, qui sont disjoints. Une autre problématique que viennent soulever les recommandations de pratique pour les institutions, alors vous allez me dire, c'est vrai également pour les IME, les MAS, les femmes. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose de manière encore plus aiguë, je trouve, dans les CAMS et les CMPP. C'est à travers la question de l'objectif du projet personnalisé, celle de l'identité professionnelle. On nous demande et encore une fois, à juste titre, c'est tout à fait logique, dans une idée de moins morceler l'accompagnement d'un individu et donc de moins le morceler lui-même peut-être, d'avoir des objectifs d'accompagnement et des manières de les mettre en œuvre qui soient les plus généralisables possibles auprès d'un jeune. Alors par exemple, une stratégie de communication. Si on veut aider quelqu'un à développer un comportement de communication, à maîtriser un outil pour pouvoir, communiquer, il faut bien sûr que, admettons, traditionnellement, le ou la collègue orthophoniste qui le met en œuvre propose une stratégie, mais il faut également que, le ou la collègue éduque sache relayer ce type de stratégie et il faut que ce soit fait de manière uniforme. Il faut que cette stratégie, pour que le jeune puisse se l'approprier, soit une stratégie qui soit commune entre 2 professionnels différents, de formations différentes et d'identités professionnelles différentes. Et c'est également vrai pour celui ou celle qui est psychothérapeute, qui peut, dans sa séance de psychothérapie, avoir comme ambition de travailler un domaine qui est celui de communiquer, mais qui peut plus avoir sa stratégie à lui, totalement isolée des autres stratégies qui sont mises en place. Alors attention, hein, je c'est pas à moi en plus de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, mais je plaide pas pour une uniformisation totale des stratégies. Je pense qu'en plus là, ça dépend aussi des problématiques du jeune. Plus ce jeune a des difficultés développementales complexes, plus cette uniformisation semble quand même nécessaire. Mais ça va venir poser des problèmes en termes de représentation de ce que nous sommes en tant que métier et à quel corps de profession nous pouvons nous rattacher. Ça, c'est un témoignage que j'ai souvent entendu auprès de professionnels, à qui on a demandé de faire une forte évolution de service. Je vais prendre par exemple une collègue psychomotricienne qui, est rentrée dans une démarche d'évolution de son service, en CESAD, qui s'est beaucoup impliquée dans la mise en œuvre de stratégies d'accompagnement de nature éducative, par exemple pour la communication ou pour pouvoir avoir de l'autonomie dans la vie quotidienne. Son expertise en tant que spécialiste de la motricité était très sollicitée et très écoutée, mais les stratégies qu'elle devait mettre en œuvre étaient les mêmes que celles d'autres collègues, d'autres métiers, par exemple éduc. Et elle me disait à la fin: «C'est passionnant, c'est intéressant, mais je ne sais plus exactement quel est mon métier». Voilà. Donc il y a des vrais défis, d'ailleurs l'évolution des pratiques, quand on demande à des institutions
d'évoluer, il y a des vrais défis de représentation des métiers. Alors, j'avance sur un point, je vais aller un petit peu vite. Pour pouvoir laisser le temps de parole à Claire, je voudrais dire qu'il y a aussi une question très forte qui se pose aujourd'hui sur la pluridisciplinarité des évaluations, puisqu'on insiste pour que tous les professionnels d'une équipe participent à l'évaluation des jeunes et aux troubles du neurodéveloppement. Donc, ça aussi, c'est une forte évolution des identités professionnelles. Est-ce que nous, psychologues, sommes prêts à partager la passation des outils que nous croyons être associés à notre identité professionnelle, comme une échelle de Wechsler, par exemple, avec d'autres collègues, d'autres métiers? Il y a des outils qui proviennent d'autres cultures professionnelles, comme le PEP, qui ont été pensés pour cela. Ce n'est pas le cas des échelles de Wechsler que nous sommes appropriés. Donc là aussi, il y a des passages à faire. Et puis, je voudrais dire également que dans le champ des TSA, il y a un autre aspect qui a un autre volet très essentiel dans l'évolution de nos pratiques professionnelles qui vient bousculer les cultures d'institutions. C'est la place de l'usager, du patient et de sa famille dans la façon de l'évaluer et de le prendre en charge, dans lesquelles, par exemple, si on prend le cas de l'autisme, nous avons de nombreux exemples où cette place-là devient de plus en plus forte. Je pense par exemple aux certifications en DO, dans lesquelles une personne TSA et ou un représentant d'une famille TSA va venir auditer un établissement, un service d'accompagnement des personnes TSA. Ça aussi, c'est un fort bouleversement de l'institution. Et d'ailleurs, pour conclure, je vais conclure très rapidement pour, encore une fois, laisser un peu de temps de parole. Je vais juste dire deux choses, puis on y reviendra sûrement dans les conversations que nous aurons après dans les questions, pour développer ces points-là. Première chose, ça veut dire que, de mon point de vue, on devrait avoir des recommandations spécifiques pour les établissements de ligne 2, CAMS et CMPP, sur la façon dont on peut s'approprier les démarches d'évaluation et de prise en charge des jeunes avec troubles du neurodéveloppement. Elles devraient leur être spécifiques, puisque d'abord pensées pour d'autres types d'établissements. Je pense qu'on devrait les réadapter. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en parler un petit peu après. Et ces recommandations, de mon point de vue, devraient prendre en compte ce qu'on doit appeler l'institution elle-même, et pas uniquement la clinique. C'est-à-dire qu'on devrait réfléchir à comment nous faisons évoluer des services dans leur institution et dans leur management. Ça, c'est une vraie préoccupation très très forte aujourd'hui, et on voit d'ailleurs que ces évolutions de services sont quand même différentes d'un territoire à l'autre. Voilà pour ma partie à moi. J'espère avoir été clair. Claire, je te laisse prendre la suite et je serai ravi de participer aux questions après. Je te laisse prendre le document. Oui. Il suffit que tu fasses la demande, je pense. Normalement, c'est bon, je pense. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Bonjour à tous. Donc déjà, ravie d'être avec vous ce soir pour partager ce moment. Alors, comme l'a dit Antoine précédemment, effectivement, sur nos échanges antérieurs, on a pu échanger sur cette soirée qu'il animait. Et c'est vrai que je me suis permise de lui dire, mais c'est effectivement bien, comme il a pu le dire à la fin, c'est la théorie, c'est ce qui nous est demandé, mais quelle est la place, quelle est la place des CMPP qu'on a dans notre dans le pratico-pratique et le terrain, et je trouvais que c'était peut-être important d'en parler sur ce genre de conférence. Alors nous, moi, je vais pas avoir la prétention d'avoir de vous donner des réponses, mais surtout, mon but du jeu, c'est de pouvoir échanger ensemble et qu'on puisse se questionner. Mes diaporamas, je les ai faits pour les collègues qui travaillent dans ces institutions-là, mais aussi également auprès des libéraux, des autres partenaires qui travaillent avec nous et qui se rendent compte effectivement de ce qui est aussi de notre terrain. Donc voilà, ça sera surtout un temps d'échange qui sera important à la suite. Moi, ce qui m'apparaissait important, effectivement, c'est cette problématique de terrain et qui est un peu contextualisée par deux items. Donc c'est pour ça que j'ai mis le premier chapitre, cette première casquette, qui est le CMPP, une structure de niveau 1,5. Pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que finalement, la problématique qui se trouve, c'est la place du CMPP. Alors, la place du CMPP au sein de ces textes, de ce qui nous forme et ce qui nous fait institution, comme le disait Antoine. Effectivement, on a un décret qui régit les CMPP, un décret qui date de 1963, qui est même une annexe qui était encore avant de 56. Quand on reprend les articles, notamment l'article 1er des missions du CMPP, mais c'est plus du tout en lien avec le 21e siècle et
avec voilà les différentes classifications, les évolutions de diagnostic. On voit des enfants inadaptés mentaux, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de difficultés, de troubles, où c'est flou. Et d'un côté, on a effectivement les choses, des recommandations qui sont surtout au niveau du XXIe siècle et toutes récentes, comme l'a mis Antoine sur ses premières diapos, où là, on place le CMPP on va dire, dans des situations de structure de niveau 2 bien définies dans des recommandations, alors que notre socle est effectivement pas défini dans le texte. Je trouve que cette résistance au changement, donc pour l'avoir vécu, j'ai oublié de me présenter en amont, excusez-moi. Effectivement, je suis médecin au CMPP en Nouvelle-Aquitaine et je m'occupe d'une équipe spécialisée, donc TND 7-14 ans. J'ai également la casquette de la PCO, une casquette du MA et une casquette de CSAT Pro TSA pour des jeunes. Donc, ce qui fait que, effectivement, je vois les TND de 0 à plus de 20 ans. Donc, la résistance au changement, depuis mes années pratiques, je l'aperçois. C'est quelque chose qui nécessite du temps et qui nécessite de la communication. Donc, je dirais qu'effectivement, la résistance au changement, elle est historique. Il y a effectivement le CMPP et de comment ça a fonctionné. Et on sait que c'est quelque chose qui est quand même soudé, qui est fortement fédéré. Mais je ponctuerai sur le fait que ça ne c'est pas que interne, cette résistance au changement. Effectivement, j'ai pu faire des recherches et on voit que sur la communication même faite par l'État, j'ai repris des sites, les sites de l'État. Alors ça, je suis désolée, on vous mettra les diapos, j'espère que vous les voyez bien, je suis pas sûre. Mais on voit qu'effectivement, que ce soit sur le site handicap.gouv, où on met que c'est des difficultés, encore une fois, on n'est pas sur un niveau 2, on n'est pas sur ces niveaux 2 en termes de communication. Et sur d'autres sites, on nous met carrément, effectivement, comment consulter. On peut consulter à propre initiative. Donc, on a d'une certaine manière la communication de l'État qui nous dit vous êtes niveau 2, la communication de l'État et de tous les partenaires qui sont autour du CMPP, où effectivement c'est d'un commun accord que c'est une entrée de type niveau 1, en tout cas sans cet adressage de niveau 2, et à côté, effectivement, récemment, c'est vraiment cette place de niveau 2 qu'on nous demande. Donc, cela questionne. C'est les textes, mais c'est aussi le terrain. Je pense que tout le monde est bien au fait. Clairement, la ligne 1, elle est très déficitaire, à peu près, je pense, partout en France. Que ce soit les médecins première ligne, effectivement, il y a un manque terrible de formation sur les troubles du neurodéveloppement, mais je dirais même sur l'enfant dans son développement, dans sa globalité, même au niveau psycho-affectif. Il y a un manque de professionnels sur le territoire de libéraux. Et ça amène aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à des adressages qui sont intéressants et qui nous permettent un peu de mieux visualiser notre problématique et qui expliquent aussi notre liste d'attente. Vous voyez le diagramme qui est effectivement une étude de 2018 qui est, on va dire, à l'origine, mais qui est aussi responsable de cahiers des charges qui sont sortis sur les CMPP. Donc là, c'est par rapport à la Nouvelle-Aquitaine de 2018. Et on voit que finalement, quand on regarde bien, l'adressage des CMPP n'est fait que par la première ligne à peu près 12%. Donc, c'est-à-dire qu'on est on est pratiquement à 80% une structure de niveau 1 dans le sens où c'est un adressage sans filtre. Donc déjà, ça questionne. On est recommandation de bonne pratique de niveau 2, mais sur le terrain, finalement, on est niveau 1. Alors, ça, c'était ma première partie où j'ai pas de réponse et ce serait un échange que je voudrais faire avec vous. Et la deuxième partie, quand j'ai parlé d'Antoine de cette soirée, je lui ai dit, je pense, Antoine, qu'il faut appuyer le CMPP hors des murs. Les CMPP, et CAMS, alors je suis désolée, CAMS, effectivement, c'est moins ma casquette, mais le CMPP, les recommandations, c'est aussi essayer de sortir des murs, renforcer vraiment l'échange réciproque, et j'entends bien souligner, si possible, le côté réciproque, que je parlerai tout à l'heure, développer ses compétences, on parlait aussi de supervision, de formation, et voilà, dans le but, bien sûr, d'une meilleure qualité de soins et d'analyse.
Alors moi, je parle souvent, j'ai aussi ma casquette PCO, donc c'est un terme qui est assez PCO, mais que j'utilise maintenant aussi abondamment avec vraiment mon travail auprès du CMPP en équipe, de parcours mixte. Et ce parcours mixte, finalement, je pense qu'il faut essayer de se libérer de ces barrières qui sont peut-être historiques, qui sont aussi peut-être un peu protectrices et qui finalement sont très riches une fois que c'est mis en place. Alors je ne dis pas qu'au début c'est facile, mais après c'est d'un tel positif en termes de se soulager, de comprendre et d'être en réseau. Alors pour ce parcours mixte, à travers quoi? Je pense qu'effectivement le conventionnement le plus possible avec des partenaires, que ce soit des libéraux, parce qu'on est des fois nécessaire. Je vais prendre des exemples, par exemple, d'éducateurs. Alors, peut-être des CMPP ont des lignes de financement pour des éducateurs, mais en tel cas, nous, on n'en a pas. Et donc, l'éducateur à domicile, ça peut être prioritaire et très, très important sur l'analyse. Et ça peut être riche en conventionnement. Ça peut être aussi le sanitaire, parce que le sanitaire a des compétences parfois qui nous sont utiles. On peut parler aussi des parcours mixtes avec le support les CMPP, c'est souvent porté par une association à but non lucratif ou par des institutions plus support. Donc là, voir quel échange peut y avoir à l'intérieur même de ces équipes-là, où finalement on se rend compte que des fois, même à l'intérieur d'une même association ou d'une même institution, il y a peu d'échanges entre les équipes, CMPP, CESAD ou CMPP, IME, des choses comme ça. Donc je pense que ça, il y a beaucoup de richesse à avoir. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est partenaires non médico-sociaux, ceux qui se disent non du soin, mais qui finalement sont du soin avec un grand S et qui sont majoritaires, et on verra pourquoi et qu'est-ce que c'est fini là, notamment l'éducation nationale, où encore une fois, c'est l'environnement qui priorise l'enfant, et le CMPP, on fait ce qu'on peut, mais on le voit peu dans sa vie, et l'école et la famille sont quand même les lieux de vie les plus importants. Je n'oublie pas non plus, et de plus en plus aussi son fiche, tout ce qui est association de famille, avec des familles qui sont souvent bien portées par des associations de famille, que ce soit dans le parcours, où ils sont des fois un peu perdus avec le dossier MDPH, mais aussi sur simplement des moments de répit, des échanges, et puis aussi parler entre parents. Alors, pourquoi ces parcours mixtes? Ces parcours mixtes ne sont pas limités à cette démarche diagnostique, nosographique et fonctionnelle qui est demandée au CMPP. Elle doit être double. Elle doit être, à mon avis, à mon sens, dans les deux niveaux qui sont demandés au CMPP, que ce soit au niveau de la démarche diagnostique et la démarche de prise en charge et d'accompagnement. Pourquoi la démarche diagnostique? Alors effectivement, Antoine a fait un petit peu le lien sur le fait que déjà les tests, effectivement, doivent être regardés par tous. On sait effectivement qu'il y a des échelles qui sont des questionnaires, qui sont des demandes d'observation de l'école. On va prendre le Brown, le Conners, maintenant le nouveau profil sensoriel de Dunn. Donc là, on est en lien avec eux. Mais au-delà de ça, c'est aussi dans la communication et dans l'échange. Effectivement, le CMPP, le CAMS, on parle d'enfants l'école parle d'élèves. Donc, c'est aussi des vocabulaires qui doivent aussi garder leur expertise, mais qui doivent apprendre à se connaître et apprendre à parler ensemble. Et je prends l'exemple, des situations où on fait le lien avec, par exemple, l'école. La maîtresse dit « si, cet enfant joue avec les autres ». Bon, on reste sur cette première ligne-là, on se dit, dans notre anamnèse, à l'école, ça se passe bien avec les pairs, il joue avec les copains. Mais si on a ce lien, ce réseau, et qu'on peut vraiment échanger, prendre du temps et dire, mais excusez-moi, jouer avec, c'est quoi? Enfin, vous jouez avec quoi? Et là, en fait, on se rend compte que le jouer avec n'est pas du tout le même jouer avec que nous qu'on avait. C'était un petit qui effectivement jouait à côté, à une espèce de marelle, pendant que les copains jouaient à la corde à sauter. Donc, ce n'était pas de jouer avec. Mais si on n'avait pas eu cet échange et qu'on n'avait pas eu ce même vocabulaire, ça serait passé à là, c'est nous en anamnèse, on aurait un enfant qui aurait joué avec les enfants. Je prends cet exemple-là qui m'est eu récemment, mais ça va être aussi effectivement le temps périscolaire, avec par exemple le sensoriel qui peut être hyper important sur ces temps de pause entre la cantine. Donc beaucoup de choses qui nécessitent, au niveau fonctionnel et anamnèse, qui sont riches si on travaille avec les autres. Et en prise en charge d'accompagnement, comme je vous ai dit, le CMPP ou comme le CAMS, j'imagine, on est limité, on voit peu l'enfant, on n'est pas dans son environnement et l'accompagnement
dans toutes les prises en charge TND, maintenant, ce qui est demandé, c'est l'environnement. Donc, à partir de là, si on prend les recommandations et qui disent prise en charge de l'environnement en premier lieu, même pour, par exemple, le TDAH ou TSA, quelle mission on peut avoir et quelle qualité on peut avoir si on ne fait pas ce travail-là de travail avec l'environnement et de travail mixte. Je suis désolée, je fais un peu vite. Bon, ça, c'est le monde un peu bisounours. Effectivement, je suis aussi sur le terrain et je sais que ça a ses limites. Ça a ses limites de temps parce que effectivement, comme disait Antoine, sur les techniques qui ont été au niveau expérimentation, ça a été souvent fait sur des équipes qui avaient peu d'enfants, qui ont été très formées. Le CMPP, le CAM, ce n'est pas ça. On sait la file active que l'on a. Donc, comment on fait ce temps-là qui est nécessaire? Est-ce qu'il y a besoin d'un intérêt d'un référent par enfant et de ce fait-là, un référent thérapeutique, mais sans, est-ce que psychomote, psy, médecin? Les moyens financiers, je pense que là, tout le monde sait qu'effectivement, nos lignes budgétaires sont quand même à budget réduit. Le cadre législatif, effectivement, on sait que le CMPP ne peut pas, dans ses textes, conventionner avec des orthophonistes libéraux. C'est très difficile d'avoir des orthophonistes en institution, donc on a ces cadres législatifs qui bloquent ce parcours mixte. Et puis après, c'est le piège de se dire aussi, attention, qu'est-ce qu'on est aussi et quel travail on fait? C'est-à-dire qu'en l'absence de place, quelles sont nos missions? Est-ce qu'on devient finalement un CESAD? Mais voilà, un CESAD, on voit que c'est des CESAD pour 20, 30 enfants. On ne peut pas faire un CESAD pour 200 enfants avec une équipe qui est la même, voire avec moins de TP. Donc, quelle est cette difficulté-là? Et je finirai, je 31 minutes, c'est la problématique et la souffrance qui, je pense, amène aussi à cette résistance et cette souffrance d'équipe. C'est quelle priorisation on peut faire avec ce qui nous est donné. C'est-à-dire que, quid, on n'a pas de niveau 1, donc que fait-on des enfants en souffrance où on doit faire aussi de la prévention et on sait que c'est la base. Quid de les diagnostics, il n'y a pas de première ligne, donc est-ce qu'on laisse tout ouvert, mais ça veut dire qu'aussi, on ne peut pas prendre rapidement des situations qui finalement, avec un adressage de ligne 2, arriveraient plus près de nous. Et après, le diagnostic, c'est quid des prises en charge et priorisations, c'est-à-dire qu'une prise en charge pour des situations, se limiter à des situations complexes nécessite une prise en charge intensive, mais encore une fois, ce n'est pas possible dans un CMPP. Une prise en charge intensive de TSA dans l'attente d'un CESAD, on ne peut pas suivre les recommandations qui sont de plus de 10 heures de prise en charge dans un CMPP, ce n'est pas possible. Ou si on fait ça, on ne fait plus du tout le reste. Ou sinon, est-ce qu'on priorise les prises en charge de TND, on va dire, plus simples? Et donc, ça veut dire qu'on laisse les cas complexes un petit peu, on a le diagnostic et on attend une place dans une structure. Donc, c'est compliqué parce que ça amène les équipes à faire des choix, des priorités que actuellement on est obligé sur le terrain à faire et qui est très coûteux en termes d'éthique, en termes de soignants et avec des familles qui se retrouvent, on se dit, eux, ils vont financer en libéral en espérant l'AEH qui va être validée, mais voilà, ça amène à une souffrance qui, je pense, aussi est responsable de cette résistance et des difficultés de changement dans les pratiques de ces structures-là vers les TND. J'espère avoir été claire, j'espère avoir pu peut-être enclencher des questionnements, des réactions. En tout cas, c'était le but du jeu. Encore une fois, j'ai pas la prétention de bien faire, j'ai juste l'envie de mieux faire. Et donc, voilà. Merci à vous pour cet échange. Merci beaucoup, Cléa-Antoine. Super, c'était très clair, c'était très intéressant. Il y aura certainement des questions qui vont se poser. Donc là, pour tous les participants, vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit pouce levé, des applaudissements pour remercier nos deux intervenants par le biais du chat. Et puis surtout, c'est le temps des questions que vous voulez leur poser. Donc n'hésitez pas sur cette thématique des CMPP et des CAMS vers les TND. Si vous avez des questions, vous les inscrivez et on en fera le relais. Il y a déjà monsieur ou madame Mazoko qui demande si on peut définir URPS.
Ah, pardon, l'URPS. Alors, les acronymes, je ne sais, je vais être mangée, mais les URPS, par exemple, ça va être les associations comme les orthophonistes, les URPS orthophonistes. Voilà, dans notre territoire, et ce qui aucun lieu de jugement ou quoi, mais c'est effectivement la problématique des orthophonistes qui sont mal considérés en institution, et donc des URPS qui demandent qui prennent des positions où c'est compliqué de conventionner avec eux. Les URPS correspondent voilà, à un groupe de professionnels. Très bien. Alors, en attendant que les questions viennent, est-ce que vous avez des éléments que vous voulez rajouter, que vous n'auriez pas eu le temps de formuler? Oui, moi j'aurais pu, du coup, un peu pris par le temps. C'est vrai que c'est une thématique, c'est une discussion d'institution en fait qu'on est en train de lancer. C'est pas une discussion qui est forcément très habituelle en plus pour Octopus, mais néanmoins ça devient une vraie question aujourd'hui. Donc, quand je dis que c'est pas habituel chez Octopus, c'est plutôt au niveau des formats des conférences. Parce qu'en fond, nous on est très impliqués là-dedans quotidiennement. C'est notre travail finalement de discuter avec des équipes et des fonctionnements de l'institution. Et c'est un sujet qu'on aborde rarement, en revanche, dans un format conférentiel. Moi, j'aurais voulu proposer quelques points. Je sais qu'il y a toute une discussion sur l'évolution des services, des CAMS et des CMPP. Alors, je ne sais pas si on peut revoir mes diapos à moi. Si je fais ça, j'ai envoyé une demande, Marielle, il faut que tu la valides. La demande a été acceptée. Et c'est vrai que je m'étais dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme outil aujourd'hui à des collègues de CAMS et de CMPP pour les aider à répondre à un défi qui est celui de se retrouver à faire beaucoup plus de bilans et d'évaluations. Parce que c'est quand même des institutions où, en plus, historiquement, on ne faisait pas forcément beaucoup d'évaluations à visée diagnostique. Et notamment de diagnostic de troubles du neurodéveloppement. Donc ça demande d'appréhender à la fois la sémiologie des TND, mais ça demande aussi à appréhender une façon de travailler pour pouvoir participer et faire des bilans d'évaluation. Alors, il y a la question de savoir si on fait des recommandations spécifiques à destination des lignes 2. Si un jour ça devait être le cas, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, je me suis dit ce serait bien quand même de savoir comment on fait pour faire évoluer les pratiques. Quand on a des collègues qui, par exemple, ne veulent pas forcément faire de passation, d'évaluation et de bilan, comment on fait en fait en tant que cadre pour que son service réponde à un besoin sur le territoire? On l'a vu aujourd'hui, ça s'est fait de façon très différente. Il y a des territoires et des associations dans lesquelles ça s'est fait de manière très descendante, parfois de manière très impérieuse, de manière autoritaire, pour que les choses évoluent. C'est dommage parce que quand ça se produit ainsi, il y a tout un volume de professionnels qui ont des formations qui sont beaucoup plus portées sur la psychodynamique, et donc qui ont une expertise qui est absolument nécessaire en plus pour travailler dans une institution de type CAMS ou CMPP, parce qu'on n'a pas que des troubles du neurodéveloppement pour ces institutions-là. Donc il ne faudrait pas perdre toute une expertise et un savoir-faire clinique qui était déjà là. Et puis, en même temps, il faut bien que les pratiques évoluent. Et puis, on a d'autres territoires dans lesquels on va se retrouver. Alors, ça, c'est un cas de figure que j'ai observé aussi à plusieurs reprises. On va avoir des équipes qui vont, pardon de le dire comme ça, hein, mais dans certains cas, des fois, mimer une évolution de pratique. Mais ça reste qu'un mime, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de répondre à un impératif qui est demandé au niveau local, peut-être parfois par les ARS, par exemple. Et dans le fond, ils n'adhèrent pas vraiment à la pratique diagnostique. Donc, on va avoir des documents. On va avoir, par exemple, des trames de projet qui vont être remplies avec des diagnostics posés sur le DSM-5 ou la CIM-11, avec des objectifs d'accompagnement qui sont proposés. Et en même temps, quand on assiste aux discussions cliniques de la part des collègues, ce qu'ils abordent et les préoccupations qu'ils ont et les observations qu'ils font ne sont pas du tout conformes à ce qui est écrit dans les documents. Ça aussi, c'est un phénomène que je vois et que je trouve très dommageable aussi, en plus, pour les équipes. Je pense que c'est quelque chose qui les fait plutôt souffrir. Donc ça, ce serait une première chose. C'est un domaine dans lequel moi, je n'ai pas de compétences spécifiques, mais le management de l'évolution des transitions devrait être quelque chose de pensé et d'accompagner auprès de ces établissements aujourd'hui, je pense. La seconde chose, c'est ensuite, pour des domaines qui nous sont plus spécifiques, c'est quelles recommandations techniques qu'on pourrait proposer pour aider à ce que les choses se fassent mieux. Par exemple, pour l'évaluation des troubles du neurodéveloppement, il y a d'une part l'utilisation d'outils psychométriques plus rapides. Hein, Léo, on est tous les deux sensibles à cette question-là, toi et moi. Il y a un outil qu'on trouve très bien, c'est la NEMI 3. Personne ne la connaît. C'est très dommageable. C'est un outil qui a des qualités psychométriques qui sont aussi fiables que celles de la Wechsler. C'est plus rapide. Donc, c'est un gain et un atout aussi bien pour les équipes en termes de temps de fonctionnement,
Et c'est un gain et un atout également pour les enfants, qui dans certains cas vont se sentir beaucoup plus à l'aise dans une évaluation rapide pour appréhender leur fonctionnement intellectuel que dans une évaluation longue, comme peuvent l'être les échelles de Wechsler, qui sont en plus un peu trop biaisées par les temps de passation et le chronométrage. L'autre chose, par exemple, est-ce qu'on doit attendre les mêmes choses si on prend la question de l'autisme pour les lignes 2 et les lignes 3 dans les lignes 3, on fait bien sûr des évaluations qui sont très complètes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour les lignes 2, dire seule la passation de la DOS est nécessaire et obligatoire, et quand il y a un doute, on envoie en ligne 3. Alors, attention, quand je dis ça, j'ai bien conscience que ça pose des tas de questions sur l'anamnèse développementale. Donc, voilà, je ne veux pas éliminer un certain nombre de pratiques indispensables pour les collègues qui bossent auprès de jeunes qui ont une clinique assez complexe. Mais voilà, tout un ensemble de choses qui pourraient être proposées, qui pourraient être réfléchies dans l'évolution des services. Merci Antoine. Martine nous demande ce que veut dire admission de niveau 1 ou 2. Est-ce que vous pouvez reprendre ça? Alors, je vais reprendre peut-être Antoine. En fait, sur les recommandations, effectivement, est bien défini. Le niveau 1, pour simplifier, c'est vraiment les professionnels qui sont au plus près de l'enfant. Les lignes 1 qui sont définies, ça va être les médecins généralistes, les médecins PMI, médecins même de l'éducation nationale. Voilà, ça va être vraiment ceux qui sont proches de l'enfant. Ce qui est demandé au niveau 1, ça va être eux de repérer, dépister. Et les niveaux 2, c'est ceux qui nécessitent une équipe pluridisciplinaire qui est déjà de compétences au-dessus d'expertise. Entre l'expertise, on va dire, locale, et après les niveaux 3, c'est les expertises encore plus poussées pour les situations très complexes. C'est une manière un peu très simplifiée, mais voilà, c'est ça le niveau 1, niveau 2. Donc, ce qui veut dire que dans les fonctionnements de niveau 2, ce n'est pas un adressage normalement qui est défini par un appel de la famille. Je vous appelle parce que je pense que mon enfant a des difficultés. Ce qui est défini dans les structures de niveau 2, c'est qu'il y a une première ligne de soins qui ont alerté. Il a déjà eu un bilan orthophonique, un médecin généraliste qui suit sa trajectoire développementale et qui alerte. Donc, c'est vrai que ce niveau 1, c'est là où je dis qu'il est très limité parce qu'on sait ce qu'il en est. Donc, finalement, par exemple, sur la PCO, cette ligne 1 est obligatoire. La PCO, il y a un adressage uniquement médical. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas de sens ou qu'il y a des biais. Il n'empêche qu'effectivement, sur les situations de PCO, les situations sont bien des situations qui sont pour la PCO. Il n'y a pas il y a très peu de situations qui ne nécessitaient pas la PCO parce qu'il y a eu ce travail en amont. Mais ça veut dire aussi, là, c'est au-delà des CMPP, c'est voilà, quelle formation et quel dépistage peut être possible auprès de la ligne 1. Et effectivement, ligne 1 dit orthophoniste, et on sait, les orthophonistes, c'est 2 ans, 3 ans, et encore s'il peut s'inscrire sur une liste d'attente. Mais voilà, ligne 2, normalement, les CMPP sur les recommandations, a priori, il nous faudrait un adressage par les lignes 1, par un médecin ou une orthophoniste. Mais voilà, que ça soit dans les textes, et même j'ai pu un peu feuilleter sur les livrets d'accueil qui sont disponibles d'Internet des CMPP de un petit peu toute la France. J'ai effectivement vu comme nous que les inscriptions au CMPP se font au téléphone par la famille. Donc, historiquement, pratico-pratique, nous ne sommes pas dans un fonctionnement de niveau 2. Donc, sur nos fils, qu'est-ce qui est de niveau 2, de niveau 1 et si c'est du niveau 2, c'est bien, c'est pour nous, mais niveau 1, est-ce qu'en fait, on n'a pas de priorité, on a des difficultés dans ce sens-là. Voilà, niveau 1, niveau 2 et le niveau 3, voilà, expertise. Merci beaucoup, Claire. Alors, Anne-Marie nous fait part d'un constat qui vous fera peut-être réagir. Je vous ai rejoint à 18h15 et j'ai donc manqué quelques éléments. Directrice de CAMS et CMPP, je constate une vraie résistance au CMPP à faire évoluer les pratiques. Principaux arguments, l'activité à réaliser, le temps passé pour bilanter et quid des enfants qui n'ont que des troubles psychiques ou réactionnels. Est-ce que ça vous fait réagir ?
De mon côté, effectivement, c'est effectivement les premières diapos. C'est que moi, au départ, j'étais, on va dire, CMPP global, et comme je vous ai dit, je me suis spécialisée avec cette équipe TND. Donc, je sais le besoin de ces troubles psychiques réactionnels. Alors, en faisant attention de savoir ce qui est psychique réactionnel et qui nécessite des fois d'aller dépister. Mais pour cette pratique au changement, je pense que c'est de la communication et de trouver du sens. Je pense que les thérapeutes doivent trouver du sens et qu'ils puissent enlever ce carquois de mettre des enfants dans des cases, de faire des bilans qui mettent les enfants dans des cases, et comprendre le sens et le pourquoi. Et comprendre, peut-être ça fait peur, mais comprendre qu'est-ce que veut dire le fonctionnel. Et avec le bilan fonctionnel, si c'est expliquer ce que c'est qu'un bilan fonctionnel, finalement, c'est mettre l'enfant vraiment en lui, encore plus que dans toutes les autres choses, c'est-à-dire voir l'enfant. Comme je mets un petit peu mes phrases un peu bateau que je dis auprès des familles, mais quand on a un diagnostic nosologique, souvent je dis pas très bien, si j'ose dire. On a un diagnostic, ça permet aussi quand même d'avancer pour la famille, mais je le vois plus comme une carte un peu d'identité. Bon, voilà, Paul, porteur d'un trouble du spectre de l'autisme, mais je lui fais votre carte d'identité. Est-ce que c'est vous, quand votre carte d'identité, quand vous étiez jeune? Est-ce que c'est vous maintenant? Probablement pas. Vous avez évolué sur votre photo. Votre enfant, c'est pareil. Et c'est ça qui va nous intéresser. Moi, la carte d'identité, je m'en fiche. C'est fait, c'est acté aussi pour nos institutions qui permettent des gages, mais c'est pas ça qui caractérise votre enfant, et c'est pas limité à ça. Et donc, une fois qu'on fait ce travail fonctionnel, les thérapeutes, je pense, pourront y trouver de l'intérêt et de ce fait-là changer leur pratique. Après, je pense aussi qu'il faut faire effet boule de neige. Il faut probablement une équipe soudée et forte qui monte et qui montre les compétences et l'intérêt qu'il peut y avoir dans les TND, dans les bilans et dans ces diagnostics-là. Merci Claire. Tu veux rajouter des éléments, Antoine ? Oui, alors j'apprécie la réponse que tu fais, Claire. C'est une réponse douce, de pratique, qui consiste à faire en sorte que les gens évoluent dans leur représentation. Et voilà. Et c'est là que je dis que le management de transition, c'est une compétence spécifique et que c'est absolument nécessaire, je pense, aujourd'hui, quand on s'adresse à cette structure-là. Après, malgré tout, je pense qu'il y a des... en tout cas, dans mon expérience, j'ai vu pas mal d'établissements, je suis quand même... derrière le fait de dire, la résistance en CMPP, est-ce que l'argument, c'est l'activité que ça représente, le temps à réaliser? Alors là, on a des réponses, par exemple techniques. C'est celle que j'ai faite, proposer des outils plus courts. De mon point de vue, il faut également proposer des outils qui permettent de structurer l'évaluation de manière plus efficace. C'est des choses qu'on a vues ensemble, de l'évaluation dimensionnelle, de choisir des indices statistiques qui permettent de raisonner plus rapidement et plus facilement en équipe. Les tests ont tellement de fonctionnements qui semblent différents alors qu'en fait, ils sont assez proches. On peut choisir de représenter les résultats à des différents tests de manière un peu unique pour aider les équipes à travailler plus vite. Arrêter de faire des réunions de synthèse dans lesquelles tous les professionnels reprennent les éléments anamnéstiques et décrivent la clinique comportementale d'un enfant, par exemple. Voilà. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce que ça satisfait, ça, comme fonctionnement. Il y a des choses comme ça qu'on peut vraiment... on peut avoir des réponses qui sont des réponses efficaces pour pouvoir aider à gérer l'activité que ça peut représenter. Cela dit, j'ai une remarque et une réflexion un peu plus de fond. Si la résistance elle est liée à une question de représentation, aujourd'hui, penser qu'un trouble de l'autisme ou un trouble du langage survient uniquement en raison de circonstances environnementales ou traumatiques, c'est un point de vue qui me semble peu conforme à ce qu'on attend de la part d'une institution qui est salariée par de l'argent, enfin qui est financée par de l'argent public. Voilà. Je pense qu'il faut aussi avoir des positions un peu fermes face à ça. Voilà. Il y a une angoisse qui est tout à fait, je trouve, légitime et à laquelle on doit trouver des réponses pour aider ces équipes à avancer. Néanmoins, un énorme vecteur de troubles réactionnels et de psychopathologie, c'est aussi beaucoup les troubles du neurodéveloppement. C'est un enjeu de santé, même pour la vie adulte. Donc, voilà, j'ai ces deux positionnements-là. Un positionnement d'accompagnement et peut-être un positionnement un peu de fermeté. Très bien.
Donc Antoine, c'est le méchant, Claire, c'est la gentille, on a compris. Pour une fois que c'est le cas. Une question d'Anne-Marie. Quel bilan faites-vous de votre expérience en PCO, entre parenthèses très contestée par beaucoup de professionnels? Les 2 ans de suivi possibles dans le cadre de la PCO s'avèrent-ils suffisants? Alors, c'est horrible, j'ai botté en touche parce que ma PCO n'a pas 2 ans. Nous, on a commencé récemment. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on suit les enfants. Que la file active, voilà, a commencé pour nous en juin 2022. Donc voilà, le fonctionnement de notre PCO ne fait pas ces 2 ans. Alors moi, quel bilan je fais? Ça peut déborder parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai trouvé une richesse énorme dans ce travail de PCO où je suis à mi-temps parce que ça permet aussi d'avoir cet esprit synthétique, mais qui pas forcément associé à un déficit de qualité. Quand on voit les chiffres, voilà, sur notre PCO, on en est actuellement à plus de 200 en file active. Malheureusement, il y a un bon nombre en file d'attente. Les besoins sont énormes, on ne peut pas suivre comme beaucoup de PCO, mais il n'empêche que sur ces déjà 200 en file active, bon, alors les stats, là, doivent être finis de sortir, mais le nombre de diagnostics, le nombre de besoins, même au-delà de diagnostics, parce qu'on est d'accord, on est sur des jeunes et qu'il faut être très prudent, et surtout à cet âge-là, mais en tout cas, le nombre de besoins sont faramineux. On le voit au CMPP, je pense que de le voir en amont, je me dis, c'est déjà fait. Les prises en charge... alors effectivement, est-ce que 2 ans c'est suffisant? Probablement pas, on voit en fonction des besoins et de sa trajectoire, mais c'est toujours mieux que rien du tout, quoi. Donc, moi, les besoins, les retours des familles, mais on n'a pas de souci. Les familles sont ravies et le fait que ça soit effectivement une plateforme et qu'on a quand même de la communication, de l'échange, qui se sentent compris, soutenus, que le médecin généraliste soit souvent dans la boucle et qu'il soit compréhensif et que voilà, on a des bons. Voilà, alors je sais que c'est peut-être pas tous les PCO, mais nous on a un très bon retour. On a des médecins généralistes qui participent, qui sont contents, qui demandent voilà de bonne participation et suffisant. Bien sûr que non, les besoins, bien sûr que non, bien sûr qu'on a des listes d'attente, bien sûr que ça ne suffit pas, mais ces 2 ans, quand on a 4 ans, ça fait déjà la moitié de sa vie, quoi. Donc, à partir de là, si un enfant de 4 ans a déjà eu la moitié de sa vie une prise en charge, certes, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même déjà sa moitié de sa vie qui a eu une prise en charge. Voilà, Alors, effectivement, par contre, il faudrait un full budget un peu plus, mais ça, comme partout, hein, finalement, CMPP, PCO, CMP. Mais voilà, le bilan, moi, côté positif, frustrant parce qu'on voudrait toujours faire plus, mais comme CMPP, comme CAMS, mais positif. Merci Claire. Alors, on a 2 questions. La première question nous vient de Maïk. Quelle piste de mise en œuvre d'un CMPP hors les murs, à l'école notamment? C'est pour toi, ça, Claire. C'est bon, c'est le micro, là, oui. Notre piste, alors nous, on a de la chance, je sais qu'il y a peu de CMPP où il y a on a une personne de disposition de l'éducation nationale qui est dans notre équipe, donc qui que l'éducation nationale, qui a son lien, qui a son réseau et qui travaille auprès de nous. Donc ça, c'est sûr qu'on a cette chance-là et qui, malheureusement, si j'ai bien compris, peu de CMPP, finalement, maintenant, ont cette disposition-là. Donc nous, effectivement, on a cette grande-chose-là. Et là, voilà, par contre, elle est toute seule pour une file active entière d'enfants du CMPP, donc elle ne peut pas faire toutes les ESS, elle ne peut pas participer à tout, on s'en rend bien compte. Donc nous, on essaye de réfléchir, effectivement, comme je vous disais, à des référents par situation. Alors, je ne parle pas de la référence médicale, ça c'est référence médicale, mais référent un peu coordinateur, mais encore une fois, attention au piège, pas se mettre coordinateur comme un CESAD, mais référent personne ressource, qui connaît, on va dire, mieux l'enfant, qui soit une personne ressource pour la famille et qui soit effectivement le lien avec l'école. Après, effectivement, on fait aussi en fonction des difficultés qui sont relevées.
Il nous arrive qu'effectivement, ça soit le psychologue, le neuropsychologue qui fasse le relais parce que l'école évoque, je sais pas, pour faire simple, mais c'est bon, il sait qu'il ne veut pas, il sait qu'il veut pas, donc il est comme ça. Là, quand c'est comme ça, on voit que ce soit le neuropsychologue qui puisse expliquer un petit peu plus en détail les difficultés. Si ça va être de l'ordre des difficultés graphiques et des aménagements, plus, ça va être notre psychomote. On essaye un peu comme les bilans, on essaye de déstructurer un petit peu et que chacun puisse y avoir sa place. Après, c'est vrai que nous, on a un fonctionnement, c'est pas anodin, Monsieur Tanet a été notre superviseur, et donc ce qui fait que aussi on a ce travail-là où chaque thérapeute connaît les bilans réalisés de chacun. Voilà. Donc ce qui fait que même s'il est en absence d'une thérapeute, on peut lire un bilan psychomote, et donc s'il y a un questionnement de l'école alors que la psychomote est absente, on peut proposer des solutions, des réponses. Voilà. Après, c'est le travail aussi je parlais de vocabulaire commun. Je pense qu'il faut appuyer des rencontres, des temps formalisés, de rencontres, d'échanges, d'expliquer la différence entre un développement, un trouble, des conséquences, des réactionnels et le peut pas, le veut pas, et expliquer tout ça avec des temps formels de formation et de se mettre autour d'une table. Malheureusement, je vois que ça. Merci beaucoup, Claire. Une question de Catherine, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Une question de Catherine qui nous dit: les files d'attente sont-elles liées à des quotas de formation qui limitent l'arrivée des professionnels? Je n'ai pas compris. Alors, attendez. Les files d'attente sont-elles liées à des quotas de formation qui limitent l'arrivée de professionnels? Globalement, à quoi sont liées les files d'attente importantes en CMPP? Parce qu'il manque de niveau 1 et que on l'entend, on voit là sur notre chiffre que c'est l'école, c'est la phrase un petit peu tiroir qu'on entend. C'est difficile, essayer de voir au CMPP. Bon, ça va être là, l'école nous a dit qu'il y avait des difficultés, ou on nous a parlé du CMPP. Et finalement, c'est je dirais l'historique peut-être où le CMPP est très vite dans la bouche des gens en lieu d'accueil, tout venant, et qui vont trouver une solution et qui savent faire. De ce que je ressens, c'est un petit peu ça. C'est allez voir le CMPP, ils vont vous dire. En tout cas, sur l'historique, ça donne un peu cette impression-là. Et donc, c'est là où c'est difficile, parce que ça veut tout dire et rien dire. Un enfant, il a des problèmes à l'école, très bien, mais ça ne me dit pas quoi et quel degré d'urgence ou quoi. Pour moi, je pense qu'il y a ça, c'est ce côté historique, peut-être ce côté facile, et puis ce côté de pratique où on sait qu'il n'y a rien d'autre. Et aussi, j'oubliais quand même qu'il y a un point important aussi, c'est que ça n'amène pas de financement de la famille, comme le CMPP. Le CMPP, c'est que les psychologues ou les libéraux, il faut des financements de la famille. Donc c'est aussi ça, c'est les partenaires locaux ont cette phrase, on va dire facile, mais c'est pas contre eux, mais parce qu'ils savent que ça va être une prise en charge qui est globale, qui est aussi médico-sociale. C'est peut-être aussi un point qui peut être important. On parlait des CMPP dans le niveau 2 et dans les recommandations, mais on est aussi une structure médico-sociale. Donc on est sur de la prévention, on est sur de la protection de l'enfance. Donc, on est tout venant, finalement. Et aussi, enfin, j'ai beaucoup de choses à dire, je suis désolée, c'est ça. Et aussi, par défaut aussi, de soins au-delà de la ligne 1, c'est qu'il y a des centres de diagnostic, du CTAL, du CRA, mais il y a peu de prise en charge, en dehors d'un dossier MDPH. Donc, finalement, je dirais que ça me cumule, c'est-à-dire que c'est la phrase facile et c'est reconnu, le fait que les familles ne financent pas, le fait qu'il y a un défaut de structures qui prennent en charge, et puis aussi quand même la montée en compétence du CMPP.
Voilà, je pense un peu le tout qui amène à ces files d'attente. Et le défaut d'écrémage et d'adressage. Merci beaucoup, Claire. Je crois qu'on peut presque dire que c'est officiel. On a trouvé quelqu'un qui est aussi bavard qu'Antoine Tanet. C'est formidable. Donc, on va vous laisser. On revient demain matin. Alors, on a à peu près fait le tour des questions. Oui, Antoine, tu voulais rajouter? Il te reste 50 secondes. Non, rien de pareil. Non, j'allais faire une vanne, Léo. Mais très bien. Juste, je vois la question de Valérie. Quelle est mon idée sur l'accompagnement de transition? Mon idée, c'est qu'il faut le financer. Mon idée, c'est que pour des cadres, s'il n'y a pas, ils n'ont pas des appuis externes pour les aider à prendre des décisions, c'est difficile. S'il n'y a pas des superviseurs et des superviseuses qui viennent pour montrer quelles sont les pratiques et les démontrer auprès des équipes, c'est pas possible. Et c'est sur du long terme. C'est sur 3 ans minimum, de mon point de vue. Voilà. Donc, c'est vraiment un enjeu d'institution. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. On est parfaitement dans les temps. On arrive au bout de ce webinaire. Merci à tous les deux. C'était super. C'était vraiment très intéressant. On a passé un très bon moment. Je pense que c'est pareil pour les participants. Merci à vous tous qui nous avez suivis et qui nous faisons confiance et aussi fidèles dans nos rendez-vous. Prochain rendez-vous, ça devrait être quelqu'un d'assez exceptionnel que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui est un expert de très haut niveau, qui s'appelle Jean-Yves Barrère, qui est sociologue, qui est un des plus importants sociologues du handicap français des 30-40 dernières années. À confirmer, donc suivez-nous sur les réseaux, on annoncera ça très bientôt. Il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous pour nous avoir suivis. Merci à vous, pour Antoine et Claire, pour avoir animé ce webinaire. Et puis, on vous dit à très bientôt. Restez connectés à Octopus et vous aurez toutes les nouvelles ultérieures. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci Claire. Merci à vous. Au revoir Arnaud et Claire.